Journée internationale de la jeunesse, différentes thèmes internationaux, différentes réalités, aspirations communes. Mesdames et messieurs, à Kinshasa, une grande manifestation a été organisée par la ministre ou le ministère de la Jeunesse pour annoncer le soutien de toute la jeunesse qui a été consultée ou aurait été consultée pour justement soutenir cette vision de changement des constitutions. Dialogue, on en parlera également. On parlera également, en fin de compte, de la possibilité de pouvoir évaluer l'action gouvernementale une année après, sous Minois 2. En face de moi, une personne qu'on ne présente pratiquement plus, Monsieur Manix Ienda, acteur politique, jeune engagé. Manix, comment ça va? Bien, monsieur Dan, merci beaucoup pour l'invitation. Manix Ienda est un des jeunes qui sont appréciés dans la communauté, la sphère politique. Merci. Il communique bien, il réfléchit bien, il est cohérent. Beaucoup vous voient comme un modèle. Manix, c'est quoi votre secret? Est-ce que vous avez eu à suivre des cours dans une école quelconque, vous avez appris la communication, la rhétorique? Quel est le secret de Manix Ienda? Vous savez, c'est vrai, on peut parler de secret, mais en réalité, il n'y a pas de secret. En même temps, je dirais qu'il y a du secret, parce que tout se cache dans le travail. La plus grande magie pour obtenir la réussite, c'est le travail. Un travail acharné. Et lorsque on opte pour un travail acharné, il faut accepter parfois l'échec. Il faut accepter parfois les difficultés. Il faut accepter parfois l'humiliation et accepter d'apprendre. Déjà que la vie en soi, c'est une école infinie qui nous apprend. Et dans cette école, il est souhaitable d'avoir ce que moi j'appelle le miroir humain, de modèle de référence. Quand on est politique, il faut avoir de visages politiques auxquels on inspire. Vous êtes communicant. Quel est l'acteur politique qui communique et que vous considérez comme votre modèle? Et déjà, moi, vous savez... C'est quoi votre modèle, Manix Ienda? Moi, j'aime suivre de temps en temps des personnages politiques que je considère comme modèles, notamment des visages français comme Nicolas Sarkozy, vous avez Barack Obama par exemple, vous avez Jacques Chirac, vous avez Jean-Luc Mélenchon, vous avez Marine Le Pen. Bien évidemment, chez nous, il y a aussi des politiques orateurs qui m'ont beaucoup impressionné. Des gens comme le feu Chéribé Okende, un communicant de haut rang. Des gens comme monsieur Olivier Kamitatou, monsieur Germain Kambinga, Yves Kissombe. C'est des orateurs politiques, Lambert Mende, qui a une ferve oratoire exceptionnelle. Et c'est des politiques qui m'inspirent sous le prisme de la communication. Mais après, on a d'autres modèles en termes de gestion, en termes de leadership. On a d'autres modèles en termes de management politique, etc. Et donc, c'est question de travailler et d'avoir un miroir humain, des modèles qui peuvent vous servir des références pour perfectionner votre qualité oratoire. Et pour moi, c'est ça le secret. Merci bien Manix Ienda qui a donc livré son secret dans ce domaine-là. Rapidement, commençons par la question de la jeunesse. Je l'ai dit d'entrée de jeu, la Journée internationale de la jeunesse. Aujourd'hui, Manix Ienda, si on vous posait la question, comment définiriez-vous la jeunesse congolaise? Comment percevez-vous la jeunesse congolaise? Bon, moi j'ai un aperçu tout autre de la jeunesse congolaise. Pour moi, la jeunesse est un poumon pour un peuple.
C'est la jeunesse qui tient une nation. C'est le pilier, c'est la colonne vertébrale d'un État. Et lorsque vous avez une jeunesse active, dynamique, créative, lorsque vous avez une jeunesse intelligente, citoyenne, intellectuelle, je pense que ces piliers seraient encore beaucoup plus solides pour supporter le poids de toute une nation. Parce que la jeunesse, à une certaine mesure, elle est perçue comme une main-d'œuvre locale pour assurer le travaux public de l'État, pour alimenter les industries, pour construire les routes, le chemin de fer, pour tenir l'économie d'une nation. Est-ce que c'est la jeunesse. Est-ce que c'est vraiment le rôle que joue la jeunesse congolaise? Tenir l'avenir de la nation, soutenir l'économie, tout ce que vous dites. Est-ce que c'est vraiment le rôle que joue la jeunesse congolaise? Moi, je pense que compte tenu de l'histoire politique de notre pays, eu égard à toutes les péripéties possibles, ses réalités, ses vicissitudes, je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise a joué un grand rôle dans la trajectoire historique de ces pays. En quoi faisant, par exemple? Depuis l'obtention de l'indépendance jusqu'à ce jour. Vous me posez la question de savoir en quoi faisant, par exemple. C'est grâce à la bravoure de la jeunesse congolaise que nous avions obtenu l'indépendance pour reconnaître notre pays comme un État souverain. Lumumba était un jeune et la dynamique qui était autour de Lumumba était une dynamique composée essentiellement de jeunes. Et donc c'est un travail qui a été balisé par ces jeunes. Et même après que les colons aient déposé leur sac de responsabilités en termes de gestion de notre pays, c'est les jeunes qui ont pris la relève. C'est les jeunes qui ont hérité l'héritage colonial. Et c'est le jeune qui était l'ouvrier aux côtés de colons pour bâtir cette nation qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et si vous regardez dans le patrimoine, le patrimoine public congolais, toutes les infrastructures que nous avons, les chemins de fer, les routes, les gros bâtiments, les hôpitaux, les écoles, ont été construits par l'œuvre et l'énergie de la jeunesse. Et donc cette jeunesse a joué un rôle très important, celui de bâtir une nation, mais aujourd'hui elle continue de jouer un rôle aussi important de résister contre l'hégémonie rwandaise, contre l'agression rwandaise, contre l'occupation rwandaise sur le territoire congolais. Vous imaginez, pendant ces 3 décennies d'oppression, si cette jeunesse congolaise, particulièrement celle de l'Est du pays, était naïve, était passive, peut-être qu'aujourd'hui, le Congo serait un pays sans l'Est de la RDC, un pays sans le Nord et le Sud Kivu. Si ces jeunes ont tenu jusqu'à ce jour, c'est parce qu'ils ont fait preuve de la résilience et de la détermination de protéger leur nation. Les défis majeurs que devait relever cette jeunesse, ça doit être lesquels? Moi, je pense que le défi, c'est de continuer ce qui a été posé comme fondement par le père de l'indépendance. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'obtention de l'indépendance qui, du reste, n'est que politique. Parce que l'indépendance qu'a obtenue Patrice Emery Lumumba, paix à son âme, et c'est une marque de bravoure que nous saluons, une bravoure légendaire, et voilà pourquoi son nom a été inscrit dans le panthéon de l'histoire politique de ce pays. Un héros national, quelqu'un qui était prêt à sacrifier sa vie pour l'intérêt communautaire. Mais c'est vrai, le pays est souverain, le pays est indépendant. Mais quid de l'indépendance économique? Quid de la souveraineté diplomatique? Quid de l'indépendance culturelle? C'est des chantiers qui doivent être achevés par la génération d'aujourd'hui. D'où le degré de notre responsabilité pour mesurer l'enjeu
et même l'épaisseur de problématiques sociétales auxquelles nous sommes tenus d'y répondre, nous, en tant que jeunes Congolais d'aujourd'hui. Mais je suis quand même très content parce que on ne peut pas parler de la jeunesse sans qu'il y ait une génération qui prépare cette relève. Aujourd'hui, il y a une volonté manifeste d'accompagner le jeune. Combien de jeunes sont aujourd'hui dans les instances de prise de décision? Je ne sais pas compter, mais... Ils sont majeurs, ils sont nombreux, ils sont majoritaires? Bon, je ne sais pas compter, je ne dirais pas que les jeunes qui sont aujourd'hui dans le circuit des décisions de l'État sont majoritaires au regard de pourcentage de la jeunesse dans l'ensemble de la population. Vous savez, la jeunesse à elle seule regorge plus de 65% de la population totale. Mais ce qui est important, c'est que dans le circuit politique, les jeunes ont pris une place de choix. Et cela a été possible par la volonté d'un homme, la volonté d'un acteur politique qui est conscient de là où nous venons avec ce pays, de la grandeur et même de l'épaisseur des responsabilités, et qui est conscient de la qualité de l'héritage à léguer pour la génération de demain. Je parle du président de la République qui a manifesté cette grande volonté de considérer le potentiel de jeunes, de voir ce que beaucoup ne voient pas dans la jeunesse congolaise, parce que dans bien de cas, lorsque le jeune se présente devant diverses opportunités, soit politiques tout comme professionnelles, souvent il y a des contraintes liées à l'âge, de contraintes liées à l'expérience professionnelle. On vous dit, vous n'êtes pas assez expérimenté. Mais le président de la République n'a pas vu ces barrières. Il a fait confiance en la jeunesse et il a confié une part des responsabilités à ce jeune pour qu'il prenne le bâton de commandement. Et aujourd'hui, on peut retrouver ces jeunes dans toutes les structures publiques de l'État, au sein du gouvernement. Il y a de jeunes. Tout à fait. Au sein de l'appareil judiciaire, il y a de jeunes. Au sein des structures administratives, il y a de jeunes. Et même dans son cabinet, il y a de jeunes, parce que le président de la République, au-delà de son statut aussi décrété par les femmes congolaises comme étant champions de la masculinité positive, le président de la République est autant le fervent croyant en la jeunesse congolaise. Monsieur Mani Kienda, aujourd'hui nous avons une ministre qui gère le secteur de la jeunesse, Madame Coutinho. On parlait avant l'émission d'une année. Ça fait une année que le gouvernement souminois 2 a été nommé. Donc ça fait une année que Madame Coutinho est ministre de la jeunesse. Pendant cette année à la tête de ce ministère, si vous deviez évaluer l'action gouvernementale menée par cette dame, jeune ministre, comment le voyez-vous? Positif, négatif? En dessous de la moyenne? Je ne voudrais pas jouer le rôle d'un baromètre de sondage, tout comme d'opinion, pour évaluer la qualité de gouvernance de celui qui aujourd'hui dirige les départements de la jeunesse au sein du gouvernement. Mais à nous, le peuple, de regarder les résultats sur terrain, à nous, le peuple, de scruter les objectifs qui lui ont été assignés au travers les textes qui l'ont placé en tant que ministre de la jeunesse, notamment l'ordonnance du président de la République, et les textes qui déterminent les attributions de chaque ministère. C'est au regard de cela que nous pouvons donner un point de vue sur la qualité, tout comme le résultat de son action publique au sein du gouvernement dans ces départements de la jeunesse. Mais en même temps, je pense que les jeunes ont besoin d'un véritable leadership, un leadership éclairé, un leadership inspirant, un leadership beaucoup plus dynamique et capable de faire souffler un nouveau vent pour
l'intérêt de la jeunesse. C'est en cela que certains de jeunes, bien entendu, seraient un tout petit peu insatisfaits par rapport à la qualité de gouvernance telle que proposée par Madame la ministre Grace Coutinho, qui dirige selon ses limites, selon ses capacités, selon ses moyens. Est-ce qu'elle a sa place? Les ministères de la jeunesse. Mais Est-ce qu'elle a sa place? Pourquoi pas? C'est une jeune, c'est une citoyenne congolaise, c'est une femme congolaise. Le président de la République a jugé bon de jeter le dévolu sur cette Congolaise. Les présidents l'évaluent aussi avec le temps. Le président avait raison de la nommer dans ce secteur, à la tête de ce ministère. Je ne dis pas que le président a raison ou pas, mais le président sait pourquoi il avait nommé Madame Grace Coutinho. Mais après avoir évalué, regardé son parcours de travail, c'est en même temps au président de faire une évaluation sur la qualité des services rendus par Madame la ministre Grace Coutinho. Moi, je pense qu'elle a fait ce qu'elle peut et au président de décider s'il faudrait orienter à nouveau le choix sur un autre jeune aujourd'hui pour continuer à accomplir la même vision du président de la République. Et là, il y a une campagne qui est lancée, campagne sur le changement de constitution. La jeunesse, elle est appelée à soutenir le chef de l'État. D'ailleurs, la jeunesse s'est exprimée de façon majoritaire. Une campagne a été menée dans toutes les 26 provinces, selon la ministre de la Jeunesse. Cette jeunesse veut justement que le président puisse continuer à la tête du pays. Manix Yedna, comment trouvez-vous, jugez-vous cette campagne que porte Madame la ministre visant à soutenir le changement de constitution de notre pays? C'est du politiquement correct. C'est une actrice politique, au-delà de sa casquette de ministre membre du gouvernement. Elle a le droit d'émettre son point de vue et même de prévaloir son point de vue politique dans un débat national. Parce que la question du changement de la Constitution, c'est l'une des questions qui renforce la vitalité démocratique de notre pays. C'est vrai, une question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, et c'est même dans ces chocs d'idées que jaillit une lumière qui pourra nous éclairer, nous tous en tant que nation. Et dans une démocratie, on ne peut pas priver aux citoyens le droit de s'exprimer et même de prévaloir leur opinion politique. Et donc, Madame la ministre Grace Coutinho, elle a organisé cette activité dans un angle purement politique qui n'a rien à voir avec sa responsabilité institutionnelle en tant que membre du gouvernement. Souvenez-vous, le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, était revenu sur cette question du changement de la Constitution qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore fait l'objet d'un débat dans le Conseil des ministres, qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été retenu comme un point à l'ordre du jour dans un échange aussi institutionnel. Et donc, c'est du politiquement correct, je l'ai dit encore, elle a le droit de faire ce qu'elle a fait, et à ceux-là qui veulent s'opposer à sa démarche sur le changement de la Constitution, ils n'ont qu'à prendre des initiatives ou carrément à dire le contraire. Ça aussi, ça fait partie de la démocratie. Si vous deviez lui conseiller, que lui diriez-vous? Donner des conseils à Madame Coutinho. Quel genre de conseils vous pourriez vous prodiguer après avoir vu sa manière de gérer une année après? Vous pourriez lui demander de faire quoi, d'ajuster quoi, d'améliorer quoi, par exemple? D'être beaucoup plus ouverte. Et surtout, de braquer ses regards sur la compétence en lieu et place de l'amitié. De faire recours, effectivement, aux jeunes qui peuvent apporter un vent nouveau, un souffle nouveau à ses côtés pour qu'ensemble, avec cette nouvelle énergie qui viendra de autres jeunes que j'estime élites, capables, de jeunes
intelligents, de jeunes modèles, de jeunes créatifs pour effectivement consolider un travail qui pourra apporter des résultats escomptés. Mais malheureusement, autour d'elle, je vois l'amitié planer dans la responsabilité qui lui revient. Et le résultat nous en dit un peu beaucoup plus. Mais s'il essaye de faire recours, parce qu'il y a de jeunes de qualité qui existent. Il y a de jeunes qui peuvent l'aider à aller de l'avant. Il y a de jeunes qui ont de grands projets qui peuvent le servir des bases pour effectivement réajuster la qualité de son action publique en tant que ministre. Le lynchage médiatique auquel elle fait face, est-ce qu'il est justifié aujourd'hui, Mme Malick Sienda? Encore une fois, je dis que nous sommes dans un contexte démocratique. Dans une démocratie, c'est vrai, tous les coups sont permis, avec une certaine limite de ne pas franchir les respects de droits de l'autre, la dignité de l'autre, l'image tout comme l'honneur de l'autre, mais dans un débat, tout le son de cloche sont permis pour exprimer une pensée, soit en faveur, tout comme contre une autorité en place. Ce qui est tout à fait normal, ça fait partie de la vitalité démocratique. On annonce aujourd'hui un dialogue qui pourra peut-être se tenir très bientôt. Que voulez-vous, que pensez-vous que la jeunesse puisse faire, puisse jouer comme rôle pendant ce dialogue? Moi je pense que parler du dialogue sans le jeune, c'est vouloir préparer un avenir sans les acteurs majeurs de la République démocratique du Congo. Parce que dans cette table ronde, il faudrait que ceux qui détiennent le bâton de commandement aujourd'hui soient conscients de léguer un véritable héritage politique à une nouvelle génération. Mais seulement cette nouvelle génération devra être vêtue d'une robe des responsabilités. Elle doit faire preuve de la maturité, d'un sens avéré des responsabilités, de porter la charge de la République pour guider la nation. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, ma plus grande satisfaction est celle de voir une très grande volonté politique manifestée par le président de la République en faveur de jeunes. Vous savez, aujourd'hui, la volonté du président en faveur de jeunes, qu'est-ce qui manifeste cela? Non, mais je vous ai parlé de places de choix réservées aux jeunes. Je vous ai parlé de la reconnaissance de la compétence de jeunes. Je vous ai parlé de cette vision que le président de la République a pour le jeune congolais. Et c'est même ça, la volonté manifeste. Et cela suffit, et ça constitue même un gage pour la génération d'aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, le seul Congolais qui a dressé son front longtemps courbé pour dire non à l'agression rwandaise, c'est d'abord le président de la République. Et donc nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous devons nous inscrire dans cette dynamique de la résilience. Nous devons dresser nos fronts longtemps courbés pour effectivement bâtir un Congo plus beau qu'avant. Mais, je vous ai dit, c'est une question d'héritage et des responsabilités d'hériter. Nous, notre part, c'est de recevoir l'héritage avec maturité, avec sagesse, avec intelligence, avec prudence, avec abnégation, responsabilité et patriotisme pour gérer à bon escient l'héritage politique qui nous a été légué par le président de la République. C'est en cela que les jeunes d'aujourd'hui peuvent jouer un rôle important pour tenir le flambeau de ce pays dans le jour qui arrive. Et donc, tenir un dialogue sans le jeune, ce serait manquer ce qui est beaucoup plus essentiel, parce que la génération d'hier, elle est en train de partir. Il faudrait passer les bâtons à la génération de demain pour diriger ce pays. Si vous deviez conseiller le chef de l'État
vis-à-vis de la jeunesse, en face de la jeunesse. Que diriez-vous? Quel conseil prodigueriez-vous au chef de l'État en faveur de cette jeunesse, justement? Je dirais tout simplement qu'au-delà de la volonté, à ne pas à redouter, au-delà de la volonté manifeste que le président a manifestée vis-à-vis de jeunes, il faudrait maintenant structurer cette volonté sous format d'un programme autour des objectifs et entrer avec la jeunesse. Par exemple, pourquoi ne pas faire un programme de 5000 jeunes? Parce que très généralement, le vœu, que ce soit de la jeunesse, tout comme de nos vieux, c'est celui de renouveler la classe politique, même si je n'aime pas très souvent ces concepts renouvellement de la classe politique. Moi, je préfère plutôt qu'on parle du renouvellement de la classe dirigeante. Parce que, au-delà de la sphère politique, nous avons besoin de jeunes leaders dans la justice, dans l'administration, dans l'armée, dans le service des renseignements de notre pays pour créer une véritable colonne vertébrale qui tiendra le poids de cette République. Et donc, dès lors que nous avons un programme structuré, chiffré, budgétisé, chronométré autour de la jeunesse, on peut canaliser. Par exemple, vous avez un programme de 5000 jeunes, de jeunes porteurs de diplômes universitaires. Et vous fragmentez ces programmes selon qu'il s'agit de la catégorie de jeunes. Vous prenez par exemple 500 jeunes, vous les affectez dans l'administration pour une formation. Et là, vous mettez des organes comme par exemple l'ENA, pourquoi pas, le Conseil d'État, pourquoi pas. Vous faites appel aux experts sur la question de l'administration publique pour former ces jeunes en un temps record. Vous prenez 500 jeunes, vous les affectez dans l'armée. 500 jeunes dans le service de renseignement. 500 jeunes dans la magistrature, par exemple. 500 jeunes dans la politique avec l'idée d'avoir les nouveaux élus pour reconfigurer les paysages parlementaires de notre pays. Créer un nouveau écosystème politique avec une nouvelle dynamique de jeunes, pourquoi pas avoir une majorité parlementaire composée essentiellement de jeunes. Et donc, vous confiez ces parts des responsabilités. D'abord, la première phase pour la formation de ce jeune, et la deuxième phase, c'est une phase des responsabilités. Admettons, pour le premier mandat, malheureusement, nous en sommes déjà au second. Le premier mandat, par exemple, était peut-être considéré comme le mandat de la formation de ces jeunes. Et dès lors qu'on passe au deuxième mandat, c'est supposé un mandat de responsabilité pour ce jeune. Et là, il ne serait pas surpris de voir dans un gouvernement nommé par le président de la République, bien entendu, un gouvernement essentiellement composé de jeunes. Aujourd'hui, Manik Sienda, c'est peut-être la dernière question. On a donné à 30 minutes déjà. Ma dernière question, si Manik Sienda aujourd'hui est placé en responsabilité, il est nommé par exemple au poste de ministre de la jeunesse, quelles sont les décisions majeures ou les politiques publiques d'envergure que Manix Public mettra en place en faveur de cette jeunesse? Pardon? Quelles sont les décisions majeures ou quelles sont les politiques publiques en faveur de cette jeunesse que Manik Sienda mettra en place justement pour promouvoir cette jeunesse? Vous savez, il y a pas mal de politiques publiques à proposer, il y a pas mal de projets que nous pouvons proposer en faveur de la jeunesse. Comme celui que je viens de démontrer tout à l'heure, un programme national de 5000 jeunes pour le renouvellement de la classe dirigeante. C'est un programme qui peut être chiffré, budgétisé, chronométré et suivi par lui-même, le président de la République. Mais au-delà de ça, il y a pas mal de projets. Je prends le secteur agricole, par exemple. Aujourd'hui, la plupart de gens
qui travaillent dans le secteur agricole, c'est les jeunes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider ces jeunes à s'émouvoir et à se retrouver dans un secteur aussi vital comme celui de l'agriculture? Il faudrait avoir une politique simple. Parce que sur le plan agricole, généralement, nous avons deux types ou deux modèles d'agriculture. Il y a ce qu'on appelle le modèle de l'agriculture industrielle, qui demande beaucoup de moyens. Le modèle, par exemple, que nous avions tenté d'utiliser autrefois avec le projet Parc agro-industriel de Bukangalunzo, c'était dans le cadre d'un modèle de l'agriculture industrielle pour avoir une production locale à grande échelle. Mais à défaut de cela, on peut se servir d'un modèle de l'agriculture artisanale, mais tout en utilisant des politiques et stratégies qui pourront accompagner les agriculteurs. Comme quoi, par exemple, je peux me référer à ce qu'a posé comme fondement par l'un des Congolais, paix à son âme, Papa Dokolo, qui était le premier Congolais à avoir créé une banque agricole en République démocratique du Congo. Et quel a été le but de cette banque? C'était effectivement pour accompagner les agriculteurs, donner des crédits aux agriculteurs. Un agriculteur qui, de par ses moyens artisanaux, arrive à faire une récolte en termes de 2 tonnes, mais qui arrive au moyen d'un crédit bancaire qui lui a été accordé par la banque agricole, par l'État, il arrive à avoir la capacité d'acheter un tracteur, et avec un tracteur, il peut shifter de 2 tonnes à 10 tonnes de production locale, et il pourra contribuer effectivement dans la consommation de produits agricoles là où il se retrouve. Ça, c'est un moyen pour accompagner le jeune. Et donc, il y a pas mal de projets. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer, à Kinshasa, nous avons une centrale électronique connue de tous, qu'on appelle communément Botour. C'est-à-dire, nous tous, lorsque nous avons un problème avec nos téléphones, tablettes, ordinateurs, nous tous, nous allons vers Botour. Alors que Botour regorge des intelligences, de l'expertise pratique, des jeunes gens qui travaillent pour résoudre le problème électronique de Congolais, mais sans pour autant être considérés comme une plus-value pour l'État. Moi, Manix Ienda, ministre de l'économie, ministre de l'entrepreneuriat, ministre de la formation professionnelle, tout comme ministre de la jeunesse, je ferai un effort de canaliser cette plus-value, ces jeunes qui travaillent au niveau de Botour, pourquoi pas, gagner un partenariat avec, si le gouvernement n'accompagne pas, pourquoi pas avec un partenaire extérieur, pour former ces jeunes et après leur doter de tous les outils nécessaires pour faire un travail de qualité. Merci beaucoup. Et en même temps équiper le bâtiment pour que Botour devienne véritablement un centre électronique qui pourra desservir la population quinoise en ce qui concerne les réparations électroniques. Ça aussi, ça fait partie des idées. Vous savez que j'ai même proposé la création d'une école nationale des citoyennetés dans ce pays. Ça fait partie de projets que j'ai proposés qui pourraient aider les jeunes, surtout de jeunes qui viennent des partis politiques. C'est vrai, la question de la citoyenneté n'est pas une exclusivité unique pour le jeune. C'est une question qui intéresse tout le Congolais. Mais dès lors que nous avons une école nationale des citoyennetés, ça pourra nous aider à avoir les véritables valeurs, le sens de l'éthique avant de prendre une quelconque responsabilité politique. C'était M. Manix En Ienda. termes des idées, nous avons des idées. Nous avons de projets, nous avons beaucoup d'idées à proposer. Vous savez, même, malheureusement, je pourrais peut-être chuter par là, la question de la gouvernance locale, qui est de moins en moins perçue ou considérée comme une préoccupation nationale. Pourtant, c'est l'enjeu majeur du développement de notre pays. Mais au niveau communal, il y a des leaders. Au niveau de quartiers, il y a des leaders. Au niveau de nos avenues, il y a des leaders. Mais comment on peut canaliser ces leaders pour
qu'ils apportent quelque chose pour leur pays si on n'a pas une vision de gouvernance éclatée sur le plan de collectivité locale. Au niveau de communes, par exemple, au-delà de tout ce que les communes regorgent comme ressources financières traditionnelles, taxes, impôts, quittances prélevées sur le marché, etc., et toutes les autres unités économiques, les frais qui découlent de toutes les formalités administratives au niveau de la commune, le frais pour le mariage, etc. C'est des ressources qui peuvent permettre à la commune, pourquoi pas, d'élargir son assiette fiscale, mais sur le plan communal. Par exemple, la commune peut créer une société de transport, que moi j'ai considéré comme l'équivalent de Transco au niveau national, et au niveau communal, nous pouvons l'appeler Transcom, transport communal, des bus qui circulent dans les différents périmètres de la commune, mais dans cette société de transport, ce serait le jeune de la commune qui serait employé dedans. Et la commune va générer pas mal d'argent. Et donc, il y a tellement des idées que nous pouvons créer pour créer un nouveau vent du développement et que le jeune se sente de plus en plus participatif dans la gestion de la chose publique de l'État. C'était Manix Yenda, acteur politique, jeune engagé. Merci énormément pour votre disponibilité, votre temps. J'ai particulièrement aimé le témoignage du début. Je pense que beaucoup de jeunes vont certainement s'en servir pour aussi se bâtir une carrière politique meilleure, pourquoi pas. Mais je voudrais peut-être finir par cet élément que je considère comme important. Oui. Parce que vous m'avez rappelé les débuts de cette émission, lorsque nous avions parlé de la communication, le modèle en termes de profil politique dans ce domaine de la communication politique. Mais je voudrais quand même dire quelque chose à la jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui. Je sens l'intérêt de jeunes d'entrer dans la politique. Mais vous allez constater beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, pour entrer en politique, ils préfèrent entrer dans la porte de la communication politique. Malheureusement, beaucoup pensent que le fait de passer dans les différents plateaux de télé, et c'est ce qui ferait de vous un acteur politique. Non. Un acteur politique, c'est un engagement. Un acteur politique, c'est un choix. C'est une responsabilité sacrée. Parce que la politique est un apostolat. Vous ne pouvez pas être un communicateur sans être un acteur politique au départ. Maintenant, à ceux-là, que je considère comme des communicateurs politiques, je voudrais tout simplement leur dire qu'il y a deux manières pour faire la politique dans le contexte politique congolais. Il y a ce qu'on appelle la politique du salon. C'est la politique des réseautages, de carnets d'adresses, de contacts. Voilà, ça ne demande pas forcément de passer à la télé pour atteindre les circuits des décisions du pays. Vous avez des gens qui ont été promus au poste de ministre dans ce pays sans faire une émission de télé ou sans faire un débat. Vous avez déjà vu Madame Thérèse Kaikwamba sur un plateau de télévision avant d'être nommée. Aucune fois. Vous avez déjà vu M. Doudou Fwamba sur un plateau de télévision en train de faire le débat. Aucune fois. C'est parce que ces gens-là ont opté pour un modèle que j'ai considéré tantôt de la politique du salon. Ils étaient dans un réseautage et au travers les réseaux, ils ont obtenu l'opportunité d'accéder au précaré du pouvoir pour être là où ils sont aujourd'hui. Et la deuxième manche, c'est ce qu'on appelle la politique de l'opinion. C'est la politique de l'influence. C'est la politique de la communication, la politique de la visibilité. Ça veut dire qu'il faut exercer une certaine influence dans l'opinion pour que le précaré vous tire vers le pouvoir et vous confie une part des responsabilités. Mais malheureusement, ce chemin-là est un chemin de longue haleine. Et vous allez voir, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, les communicateurs politiques n'ont pas assumé des grands postes de responsabilité dans ce pays. À la limite, ministre de la Communication, ça s'arrête là. Pourquoi ?
À la limite, ministre de la Jeunesse, ça s'arrête là. Parce que j'estime que la plus bonne porte pour entrer dans la politique, c'est la politique des réseautages, la politique des parrainages, la politique des carnets d'adresses. Dès lors que vous êtes à ce niveau-là, vous êtes dans la politique pure. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, j'ai une certaine influence dans l'opinion. Mais le seul bénéfice que j'ai aujourd'hui, c'est le nom de Manix Ienda qu'on a su imposer dans l'échiquier politique national. Vous comprenez? C'est comme ça que vous allez voir, beaucoup de gens sont connus, mais sans accéder au circuit des décisions. Il y a tout plein, les Fumutoto, les Joël Kitenge. Voilà. Et nous faisons de cette vie notre profession et carrière politique. Pourtant, un jeune qui travaille, par exemple, dans la maison communale des Bandalungwa, et un jeune qui passe tout le jour dans le média pour parler politique, entre les deux, qui est politique en réalité? C'est celui qui travaille dans la maison communale. Parce que lui gère l'appareil de l'État au niveau communal. Lui comprend les vraies réalités de l'État. Lui est dans la réelle politique, comme on dit, la politique de gestion. Encore qu'il faut que les gens comprennent, on peut faire 20 ans d'expérience politique. Si on n'accède pas à la gestion, on n'est pas encore politique. Voilà. Merci beaucoup, c'était Manix Ienda. Voilà, on va donc s'arrêter là, sinon ça va couler comme... Mais merci beaucoup, Manix. C'est à moi de vous dire merci. On espère qu'on va encore vous retrouver très très bientôt. Ouais. Merci aussi à Bestel Luca, merci à la grande équipe, hein, merci à Omo, à vous tous. On va se quitter par là. Au revoir.